En ce moment même, des entreprises technologiques prévoient de déployer de véritables essaims de satellites pour capter l'énergie solaire depuis l'espace, carrément, et la renvoyer sur Terre. C'est digne d'un roman de science-fiction, mais c'est bien réel, ouais. Absolument. Et pendant ce temps, dans le désert de l'Utah, un seul complexe informatique s'apprête à dévorer à lui tout seul plus d'électricité qu'un État entier. Bon, décortiquons tout ça. Je suis prête parce qu'il y a énormément à dire. Oublions la petite fable inoffensive des ingénieurs qui codent sagement des applications de partage de photos dans des bureaux californiens. Les sources que nous analysons aujourd'hui, datées du 27 avril 2026, documentent une métamorphose franchement terrifiante. Tout à fait. Nous n'observons plus une industrie du virtuel, en fait. Non, c'est fini, ça. L'objectif de cette exploration approfondie est de mener une autopsie de cette actualité sous un prisme bien précis, la souveraineté du silicium et du pouvoir. Et ce prisme macroéconomique, il est vraiment indispensable pour saisir l'ampleur de la bascule. Si on regarde les bilans comptables et les déploiements d'infrastructures récents, on voit que le vocabulaire traditionnel de la technologie masque une réalité géopolitique inédite. C'est-à-dire? Ces conglomérats agissent désormais avec l'audace, la force de frappe financière et l'empreinte physique de véritables États-nations souverains. Oui, ils ne vendent plus juste des abonnements logiciels, quoi. Exactement. Il s'agit de sécuriser sa propre production d'énergie, de forger son propre matériel physique en contournant les embargos internationaux et même de construire des écosystèmes financiers complètement fermés. C'est fou. C'est devenu un projet d'ingénierie lourde, intensément extractif, et ça vient percuter de plein fouet les limites physiques de notre planète. Et la limite physique la plus critique, la ressource vitale par excellence pour n'importe quelle nation, c'est l'électricité. Le nerf de la guerre. Voilà. Donc, pour comprendre comment une entreprise devient un quasi-État, il faut regarder les chiffres hallucinants qui émergent du comté rural de Box Elder dans l'Utah. Il y a ce projet colossal, le Stratos Project. Ah oui, celui soutenu par la société de Kevin O'Leary. C'est ça. On parle de 40 000 acres de terre privée. Juste pour visualiser, c'est une superficie plus grande que la ville de Miami. Ce terrain va héberger des immenses centres de données pour Amazon, Microsoft, Google. Une vraie mégalopole de serveurs. Mais le détail qui fige le sang, c'est la charge énergétique. La première phase prévoit d'utiliser le gaz naturel du fameux Ruby Pipeline pour générer 3 gigawatts. Et l'objectif final est de 9 gigawatts. Il faut absolument mettre ce chiffre de 9 gigawatts en perspective pour comprendre l'absurdité thermodynamique de la situation actuelle. Ouais, parce que 9 gigawatts, ça paraît abstrait pour beaucoup de gens. Eh bien, un réacteur nucléaire moderne produit environ 1 gigawatt. Ce complexe va donc exiger l'équivalent de 9 réacteurs nucléaires fonctionnant à plein régime sans aucune interruption. 9 réacteurs nucléaires, c'est dingue. C'est une charge de base absolument gigantesque. Et comme les réseaux d'énergie renouvelable, le solaire ou l'éolien, sont incapables de fournir une telle stabilité en continu, eh bien la source de cette énergie sera le gaz naturel. Ce qui va totalement à l'encontre des promesses écologiques de ces boîtes. Totalement. Cette installation va littéralement siphonner plus d'énergie que tout l'État de l'Utah, avec ses millions de résidents, ses infrastructures publiques et ses hôpitaux. Franchement, c'est comme grever le système digestif d'un éléphant sur un chat de gouttière en espérant que la plomberie tienne le coup. Le réseau public n'a absolument jamais été conçu pour encaisser un choc d'une telle magnitude. C'est une excellente métaphore. Et pourtant, on leur déroule le tapis rouge. Comment est-ce qu'on justifie un tel accaparement des ressources au niveau local ? La justification repose sur un cynisme fiscal absolu, en fait. Pour attirer ces immenses fermes de serveurs, la Military Installation Development Authority, la fameuse MIDA de l'Utah, a approuvé des incitations qui s'apparentent presque à une capitulation de l'État. Des cadeaux fiscaux ? Plus que ça, la taxe sur l'énergie a été sabrée, elle est passée de 6% à seulement 0,5%. Attendez, 0,5%. Oui, et à cela s'ajoutent des remises d'impôts fonciers de l'ordre de 80%. Ce sont des fonds qui retournent directement dans les poches du promoteur. En gros, on subventionne massivement les entreprises les plus riches de l'histoire de l'humanité, tout en détruisant les recettes fiscales qui auraient pu renforcer un réseau public déjà au bord de la rupture. Mais il y a quand même une résistance qui s'organise, non ? Je veux dire, les résidents locaux ne peuvent pas ignorer une telle absorption de leurs propres ressources. C'est vrai que la grogne monte. D'ailleurs, les promoteurs essayent de calmer le jeu en parlant de technologie de recyclage de l'eau pour refroidir les serveurs, en promettant de renvoyer l'eau nettoyée vers le Grand Lac Salé. Ça résout le problème, non ? Non, l'argument du recyclage de l'eau est une pure diversion rhétorique. Ah bon ?
Oui, parce que le refroidissement n'est qu'un symptôme du problème fondamental, qui est l'efficacité thermodynamique. Minimiser l'utilisation de l'eau dans un désert, c'est le strict minimum syndical. Mais cela ne compense absolument pas le fait de brûler massivement des énergies fossiles pour faire tourner des algorithmes de génération de texte ou d'images. Ouais, on regarde l'eau pour oublier le gaz naturel, en fait. C'est ça. Mais la réalité du terrain, c'est que la souveraineté locale commence à se rebeller contre cette soif inétanchable. On le voit de manière très factuelle dans ce comté de Box-Elder, où les résidents ont carrément forcé la commission locale à repousser le vote final par manque de transparence. Il y a aussi des mouvements au niveau des États, il me semble. Oui, on observe des réactions politiques de haut niveau. On peut noter le veto très récent du gouverneur du Maine contre une législation qui visait à suspendre temporairement l'approbation de nouveaux centres de données. Le choc entre l'infrastructure civile et l'expansion des géants du silicium devient un affrontement frontal. Et le plus sidérant, c'est que l'infrastructure terrestre n'est même plus suffisante pour assouvir leurs besoins. J'évoquais les satellites solaires en introduction. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'espace devient la prochaine frontière énergétique. Exactement. Meta vient de signer un accord avec la société Overview Energy pour aller littéralement puiser de l'énergie dans le vide spatial. Comment est-ce que cela fonctionne techniquement? On va pas tirer un câble électrique depuis l'orbite terrestre quand même. Techniquement, l'idée de l'énergie solaire spatiale repose sur le déploiement de constellations de satellites. Ces satellites sont équipés de vastes panneaux solaires. D'accord. L'avantage, c'est que dans l'espace, il n'y a ni nuages, ni cycle jour-nuit, ni atmosphère pour filtrer les rayons du soleil. L'énergie solaire y est donc captée en continu à 100%. Le rendement parfait, quoi. C'est l'idée. Le vrai défi est ensuite de convertir cette électricité sous forme de micro-ondes ou de faisceaux laser à haute fréquence. Des lasers vers la Terre? Voilà, ces faisceaux sont dirigés vers la Terre où des stations de réception, qu'on appelle des antennes rectificatrices, captent le rayon et reconvertissent le signal en courant électrique pour alimenter directement les centres de données. Et Meta vise à capter jusqu'à 1 gigawatt d'énergie via cette méthode inédite. C'est fou. Quand les géants de la technologie lancent des satellites solaires en orbite et construisent des centres de données qui consomment plus d'énergie que des États entiers, sans remettre au marketing des fournisseurs pour planifier le budget informatique, est un suicide financier. Jam Gamind fournit les analyses médico-légales audio de niveau technique vérifiées par des humains nécessaires pour cartographier le véritable retour sur investissement. Visitez jamgamind.com. C'est une question de survie stratégique à ce stade. L'énergie n'est finalement que le carburant du système. Une fois que ce ravitaillement, qu'il soit orbital ou fossile, est assuré, un véritable État souverain ne peut pas dépendre des usines de son voisin pour forger ses propres armes. La souveraineté matérielle, oui. La suite logique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est la transition vers le matériel physique. Et ce qui se joue actuellement entre OpenAI et Microsoft est fascinant. Les lignes bougent énormément de ce côté-là. Pendant très longtemps, Microsoft, qui possède quand même 27% d'OpenAI, semblait détenir le contrôle total de cette relation. Ils avaient des droits de propriété intellectuelle verrouillés jusqu'en 2032. Mais on apprend qu'OpenAI vient d'obtenir le droit de s'émanciper. Les documents récents révèlent une manœuvre d'une très grande subtilité stratégique. OpenAI s'est formellement engagé à dépenser 250 milliards de dollars sur les services cloud Azure de Microsoft. 250 milliards. C'est une somme vertigineuse. C'est l'équivalent du produit intérieur brut de nombreux pays sur la planète. Mais, et c'est là le coup de maître, en échange de cet engagement financier colossal, OpenAI a brisé la clause d'exclusivité. Ils ont fait sauter le verrou. L'entreprise a désormais le droit légal de vendre des accès directs à son API, spécifiquement aux clients de la sécurité nationale du gouvernement américain. Et ce, en passant par d'autres fournisseurs de cloud, comme Amazon ou Google, concurrents directs de Microsoft. Mais en quoi cette rupture d'exclusivité est-elle si importante? Pourquoi promettre de dépenser 250 milliards chez Microsoft tout en voulant absolument offrir des accès via Amazon ou Google au Pentagone? Parce qu'il s'agit d'une question vitale de souveraineté d'infrastructure, tout simplement. Une API ou interface de programmation, c'est le canal par lequel un logiciel externe vient puiser dans l'intelligence d'OpenAI. Ouais. Si cette API ne peut passer que par les serveurs de Microsoft, OpenAI n'est qu'un simple sous-traitant de Microsoft aux yeux de l'État américain. Ah, je vois. Ils ne veulent pas être de simples prestataires. Exactement. En brisant cette exclusivité, OpenAI se positionne comme une infrastructure
neutre et surtout indispensable de la sécurité nationale. Le gouvernement américain, qu'il s'agisse de la NSA ou du Pentagone, peut désormais intégrer cette intelligence artificielle indépendamment de son propre fournisseur de cloud. OpenAI refuse le statut de vassal pour s'élever au rang de partenaire direct des institutions militaires. Mais cette indépendance, elle ne s'arrête pas aux serveurs distants de l'armée. J'ai vu passer des rapports de la chaîne d'approvisionnement concernant une toute nouvelle stratégie, cette fois pour le matériel physique grand public. La fameuse question des appareils. Oui, les rumeurs parlaient depuis très longtemps d'appareils domestiques un peu étranges conçus par Johnny Ive, le célèbre ancien designer d'Apple. On parlait de lunettes connectées ou de lampes intelligentes. Oui, eh bien, les notes très respectées de l'analyste de la chaîne d'approvisionnement, Ming-Chi Kuo, viennent de balayer toutes ces vieilles rumeurs. Fini les lampes intelligentes? Les gadgets domestiques de Johnny Ive sont complètement abandonnés. La nouvelle feuille de route pointe vers un objectif très clair pour 2028, c'est le lancement d'un véritable smartphone fabriqué avec des géants de l'assemblage et des concepteurs de puces comme Luxshare, Mediatek et Qualcomm. À smartphone, franchement, c'est le marché le plus saturé et le plus impitoyable au monde. Oui, c'est un pari extrêmement risqué en apparence. Pourquoi vouloir entrer en guerre ouverte avec le rouleau compresseur d'Apple? Surtout quand on sait que leur nouveau PDG, John Ternus, prépare une vague de 10 nouveaux produits ultra agressifs, incluant des téléphones pliables et même de la robotique. Quel est l'intérêt d'aller s'écraser sur ce mur? L'intérêt n'est absolument pas de remporter un concours de design industriel contre Apple. D'accord. Le smartphone représente un goulot d'étranglement stratégique insurmontable pour OpenAI. C'est l'unique capteur matériel au monde capable de documenter l'état en temps réel de son propriétaire 24 heures sur 24. Ouais, il est toujours dans notre poche. Il enregistre la localisation précise, la biométrie, la cadence de frappe sur le clavier, l'environnement sonore et bien sûr l'intégralité des communications. Pour que des agents d'intelligence artificielle autonomes puissent agir de manière transparente, par exemple pour négocier des contrats ou effectuer des achats complexes de manière proactive à la place de l'utilisateur, ils doivent avoir un accès illimité et profond à toutes ces données. Ce qui est totalement impossible si on est un simple invité sur le système d'exploitation fermé d'un concurrent. Exactement. Tant qu'OpenAI n'est qu'une simple application téléchargeable sur le système iOS d'Apple ou l'Android de Google, l'entreprise est soumise aux règles de confidentialité de ses hôtes. Ils peuvent couper le robinet à tout moment. Ils subissent les restrictions d'arrière-plan et bien sûr les fameuses taxes de ces plateformes. Posséder à la fois le processeur physique et le système d'exploitation, c'est en fait la seule et unique manière d'éliminer la friction logicielle et de garantir cette omniscience totale des données. Donc construire un téléphone, c'est s'assurer que personne ne pourra jamais couper l'accès à la matière première comportementale. C'est une stratégie de sécurisation des ressources de données, ni plus ni moins. Il reste quand même un dernier pilier pour qu'un empire privé devienne un véritable État. L'énergie est sécurisée, on l'a vu, le territoire matériel est en construction, l'infrastructure d'influence est en place. Il manque. La monnaie. Et c'est là qu'intervient Elon Musk avec la transformation de son réseau social en une plateforme appelée X-Money. Il propose désormais des comptes d'épargne avec 6% d'intérêt. Et 3% de remboursement sur les achats. C'est bien plus qu'une simple fonctionnalité de paiement, là. C'est la création pure et simple d'une économie en boucle fermée. Ouais. Offrir 6% de rendement sur des dépôts dans le climat macroéconomique actuel, c'est une stratégie d'acquisition extrêmement agressive. Elle est conçue pour drainer les liquidités hors des banques régionales traditionnelles. On attire l'argent et on le garde. L'objectif est d'absorber le capital de l'utilisateur pour qu'il n'ait plus jamais besoin de repasser par le système bancaire classique. L'argent est déposé, dépensé et réinvesti au sein d'une seule et même juridiction numérique, celle de l'entreprise. Et ça passe auprès des régulateurs ? Bien qu'il y ait des frictions bureaucratiques évidentes comme le manque de licences d'exploitation dans certains États américains et des réserves légitimes exprimées par des personnalités politiques comme la sénatrice Elizabeth Warren concernant les risques de fraude et la protection des données financières, la trajectoire reste limpide. L'idée est de privatiser la confiance et de se soustraire à l'influence monétaire directe des banques centrales. Forcément. Face à des entités privées qui construisent des banques privées, lancent des satellites pour s'accaparer l'énergie orbitale et contournent l'infrastructure étatique, les gouvernements traditionnels réalisent qu'ils perdent le contrôle. C'est un réveil un peu brutal. Et la riposte vient tout juste de commencer. Regardons la décision très récente de la Commission nationale du développement et de la réforme en Chine, la NDRC. Elle vient carrément de bloquer l'acquisition par Meta de la start-up singapourienne Manus. Une intervention très musclée. Meta avait pourtant mis 2 milliards de dollars sur la table.
L'accord était conclu. Les investisseurs initiaux comme Tencent et Hongshan étaient déjà payés. Et soudainement, la Chine impose un veto avec effet rétroactif. Si on relie ça au tableau d'ensemble, l'utilisation de l'arsenal juridique ici est une démonstration magistrale de brutalité géopolitique. Comment la Chine peut-elle bloquer une start-up de Singapour? Eh bien, la start-up visée est basée à Singapour, certes, mais sa société mère, Butterfly Effect Technology, est soumise à la juridiction chinoise. En bloquant ce rachat sous couvert de législation anti-monopole, l'État chinois ne fait pas simplement de la régulation de marché, il fait de la diplomatie coercitive. Un coup de pression. Ce veto très sévère permet à Pékin de conserver les talents et la précieuse propriété intellectuelle sur le sol national, tout en envoyant un message clair à la Silicon Valley. Les analystes macroéconomiques considèrent d'ailleurs ce blocage comme un levier de négociation pur et dur en vue de la prochaine rencontre diplomatique entre Donald Trump et Xi Jinping. Ouais, on utilise les fusions-acquisitions comme des pions sur l'échiquier politique. C'est un rappel cinglant des États-nations. Une entreprise peut posséder des milliards en banque, elle ne possède pas les leviers ultimes de la souveraineté légale. Et la contre-attaque des nations, qui refusent de dépendre de ces géants, se joue aussi sur le terrain purement technologique. Le laboratoire chinois DeepSeek vient de sortir sa version V4, et les chiffres provoquent un vertige absolu dans l'industrie. Une véritable guerre des prix. Le modèle concurrent occidental, le fameux GPT 5.5, coûte actuellement 5 $ en entrée et 30 $ en sortie par million de tokens. DeepSeek V4 s'affiche à 1,74 $ en entrée et 3,48 $ en sortie. C'est presque 10 fois moins cher. Sans parler du fait que ce modèle possède une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. La fenêtre de contexte, c'est un concept fondamental pour l'analyse des données. C'est en quelque sorte la mémoire de travail immédiate de l'intelligence artificielle. 1 million, c'est énorme. 1 million de tokens, cela signifie concrètement que le modèle peut lire, analyser et synthétiser l'équivalent de plusieurs livres entiers en une seule et unique requête, ce qui exige normalement une puissance de calcul exponentielle. Mais la vraie prouesse de DeepSeek V4 n'est pas seulement d'avoir divisé les prix commerciaux par 10. Non. Il y a un détail caché derrière ce tarif cassé. La véritable secousse macroéconomique, celle qui terrifie réellement l'industrie américaine en ce moment, c'est l'architecture matérielle qui soutient ce modèle. C'est-à-dire? Le secret de cette réduction faramineuse des coûts ne réside pas seulement dans une meilleure optimisation des algorithmes logiciels. Non, le grand secret réside dans le matériel utilisé sous le capot. Les rapports techniques confirment que DeepSeek V4 a été spécifiquement optimisé pour tourner sur les puces Ascend. Les puces de Huawei, exactement. Fabriquées par l'entreprise chinoise Huawei. Jusqu'à présent, toute la stratégie occidentale reposait sur une hypothèse de monopole absolu. En imposant des restrictions strictes sur l'exportation des puces Nvidia, le gouvernement américain pensait pouvoir asphyxier le développement technologique de tous ses rivaux étrangers. On coupe l'accès au matériel, on gagne la course. Les puces Nvidia et leurs plateformes logicielles associées étaient considérées comme le seul et unique écosystème au monde capable d'entraîner des modèles géants d'intelligence artificielle. Or, l'intégration réussie de l'architecture alternative de Huawei prouve qu'il est désormais possible de contourner totalement ce goulot d'étranglement. Le monopole est brisé. Une infrastructure d'intelligence artificielle de pointe, tout à fait capable d'égaler les meilleurs modèles occidentaux, fonctionne désormais de manière autonome, totalement à l'abri des embargos américains. C'est un changement de paradigme. Et cette quête d'indépendance vis-à-vis des conglomérats de la Silicon Valley, elle s'étend bien au-delà de la Chine. Il y a un mouvement global de fortification technologique. On voit par exemple les Émirats arabes unis qui viennent d'annoncer que l'intelligence artificielle gérera 50% de leurs services gouvernementaux avec des obligations de formation massives pour tout leur secteur public. Une numérisation complète de l'État ? Et de son côté, l'entreprise Coher vient de racheter la société allemande Aleph Alpha pour la somme de 20 milliards de dollars. L'acquisition d'Aleph Alpha par Coher illustre parfaitement cette fragmentation géopolitique dont on parle. Construire des alternatives européennes, en gros. L'objectif avoué de cette fusion massive est de créer un champion véritablement neutre, spécifiquement conçu pour offrir une alternative robuste aux nations et aux entreprises européennes. De très nombreux gouvernements refusent désormais catégoriquement de confier leurs données administratives, judiciaires ou de santé publique à des infrastructures californiennes qui sont perçues comme de véritables boîtes noires insaisissables. C'est le retour des frontières, mais numérique. Chaque bloc économique érige actuellement sa propre forteresse technologique pour préserver sa souveraineté numérique face à ces entités privées qui sont
avouons-le, devenu presque incontrôlable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? La perspective de cette analyse est franchement vertigineuse. Il est absurde de continuer à évaluer ces entités en se basant sur la simple croissance de leurs utilisateurs actifs mensuels ou sur leur marge bénéficiaire sur la vente de logiciels grand public. C'est une vision complètement obsolète. Nous avons documenté l'émergence de véritables empires du silicium qui planifient leur approvisionnement énergétique en tirant des lasers solaires depuis l'orbite terrestre. Des empires qui assèchent sciemment les réseaux électriques publics locaux pour alimenter des complexes démesurés de 9 gigawatts. Ces conglomérats se dotent aujourd'hui d'une infrastructure bancaire parallèle et développent un matériel physique souverain pour asseoir leur emprise totale sur nos données, forçant de fait les plus grandes superpuissances mondiales à utiliser l'arsenal diplomatique et la loi anti-monopole en guise de bouclier de protection. L'évolution de ces architectures technologiques soulève une question macroéconomique vertigineuse, et c'est celle qui définira sans aucun doute les prochaines années. Lesquels? Il faut imaginer une conjoncture proche où une seule et même entité privée contrôle l'Internet par satellite au niveau mondial, gère une institution financière dont les rendements défient l'autorité des banques centrales, possède une infrastructure physique qui consomme plus d'énergie que les États historiques qui l'hébergent, et déploie le système intellectuel qui administre concrètement la moitié des services gouvernementaux d'un pays. Le constat fait froid dans le dos. À partir de quel moment précis l'État régulateur cesse-t-il d'exercer sa souveraineté pour devenir, de fait, un simple client totalement dépendant de l'entreprise X? Voilà de quoi nourrir notre réflexion. Abonnez-vous à Diem Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter de manière totalement sans publicité.